Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jules Melon est en compagnie du CEO du collectif, Monsieur Sawyer. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je suis très content de débattre sur ce film, surtout que j'ai beaucoup de choses à dire, donc je Ouais. trépide d'impatience là de parler de ce long métrage. Parce qu'en plus, c'est le nouveau film d'un réalisateur qui nous est très cher, Monsieur Robert Zemeckis. On va quand même passer son pédigré très rapidement, hein. La trilogie Retour vers le futur, Forrest Gump, La mort vous va si bien, Roger Rabbit, bref, on en passe. Et Récemment, Pinocchio, le ça a remake aussi. Ah ouais, bah voilà, Pinocchio le remake, comme tu dis récemment, ça a été un poil plus compliqué pour le monsieur. Mais ici, il nous revient au cinéma. Et c'est ça qui est le plus important. Après, on va dire, un trou d'air en streaming. Il y a quelques années, il avait fait Bienvenue à Marwen, qui est un film, selon moi, assez peu apprécié, mais à sa juste valeur, alors qu'il est vraiment très bien. Et bien là, il revient peut-être encore au sommet avec Here. Oui, c'est le titre. Alors, en version française, ils ont rajouté en dessous les plus belles années de notre vie. Bon, titre pas terrible, j'ai envie de dire, vu ce Bah qu'on surtout voit. quand on voit ce qui se passe sur certains Ouais. trucs et que c'est pas toujours les plus belles années de leur vie, donc en fait c'est un Non peu seulement compliqué. c'est pas les plus belles années tout le temps, et puis notre vie, la vie de qui? C'est la bonne question ici. Et alors, ici, justement, 30 ans après Forrest Gump, il reprend la même équipe. Il reprend même les deux acteurs principaux, Tom Hanks et Robin Wright. Scénario de Eric Roth, musique d'Alan Silvestri, tout y passe. Je crois qu'il y a même la costumière, le chef-op. C'est dire que Zemeckis voulait peut-être renouveler avec quelque chose. Et c'est une adaptation, il faut le préciser, parce que ça se voit hein, sur le plan formel, d'une bande dessinée du même nom écrite par Richard Maguire, que ni toi ni moi n'avons lu, je crois, mais Non. ça sera intéressant de s'y pencher, voir ce que justement Zemeckis en a fait et quel choix a-t-il effectué. Alors l'histoire, elle est simple et compliquée à la fois, puisque le film va se concentrer à travers les âges et les époques, au sens large, hein. Ça part vraiment des dinosaures à l'ère glaciaire et tout, jusqu'à de nos jours. On va suivre des générations d'hommes et femmes qui défilent dans un lieu pardon, unique, un endroit qui va être filmé en plan fixe, donc une maison la plupart du temps, mais aussi avant la construction de cette maison. Et en défiant le temps, comme Zemeckis le fait souvent dans son cinéma, ce lieu sera le témoin unique de l'évolution de l'humanité et deviendra le théâtre de vies entremêlées, d'histoires d'amour, de conflits et de découvertes autour de la famille, autour de plein de choses, et aussi La famille. l'histoire de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique, puisque Zemeckis, c'est un peu son triumvirat, c'est-à-dire la famille, l'histoire de l'Amérique, l'expérimentation et le temps, même, on va dire quatre composantes de son cinéma. Et je pense qu'ici, on a une œuvre quelque part somme de ce qu'il a pu faire. Alors, évidemment, première chose que je te demande, ton rapport personnel avec Zemeckis et comment tu attendais ce film. Est-ce que tu l'appréhendais un peu quand même? Bah écoute, c'est compliqué parce que Robert Zemeckis, c'est comme tu l'as dit, un réalisateur passionnant. Je pense vraiment qu'il y a parmi mes films préférés dans les films de Zemeckis. En fait, bah déjà, je pense qu'un de mes films préférés, c'est Retour vers le futur 2. Et bon voilà, donc je considère la trilogie Retour vers le futur comme étant la meilleure trilogie du cinéma. Et oui, je suis désolé, même devant le Et parrain. oui, et Retour vers Euh, le futur 2 est meilleur que le premier, on est ah d'accord. bah, Mais il n'y a ça, pas de débat, hein. ça se Il n'y joue a pas à aucun grand débat. chose en soi, hein, mais voilà. Non, mais Bravo. les trois sont super. Moi, j'ai même Oui. beaucoup de sympathie pour le troisième, même s'il est un tout petit peu plus faible. Mais voilà, je sais que Forrest Gump est très débattu. Moi, je l'aime beaucoup, mais on reparlera de Forrest Gump, je pense, en partie spoiler, etc., parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'aime beaucoup aussi Roger Rabbit, qui est, encore une fois, là, le début. Bah, même si on peut argumenter que c'était aussi déjà le cas dans Retour vers le futur, mais le début des expérimentations visuelles de Robert Zemeckis. C'est pour ça que on parlera du procès d'intention qui est fait par les journalistes US, etc., sur l'utilisation de l'IA dans le film. Et moi, j'ai un avis qui est assez tranché en fait par rapport à ça, surtout par rapport à la carrière passée de Zemeckis. Mais voilà, il y a plein de films qui m'intéressent là-dessus. La mort vous voici bien, je trouve que c'est une comédie absolument formidable. Puis il y a cette espèce de trilogie de l'expérimentation numérique. Le Noël de Scrooge, le Pôle Express et Beowulf. Moi, j'ai pas vu Beowulf, mais j'ai vu les deux autres et qui sont des films que j'ai pas revus depuis que j'étais enfant. Cependant, je trouve qu'ils sont assez intéressants. J'en ai un bon souvenir. Et quand bien même ils ont peut-être mal vieilli, des extraits que je vois, des fois, je me dis que c'est un peu mal vieilli. Je trouve que c'est des expérimentations visuelles assez passionnantes. Voilà. Donc, je trouve que c'est un réalisateur qui a toujours tenté, qui a expérimenté. Il a aussi expérimenté avec la 3D. On parle de The Walk. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'est un réalisateur que je trouve absolument passionnant. Il s'est perdu ces derniers temps, faut le dire.
avec un film comme Sacrée sorcière, donc l'adaptation du roman de Roald Dahl, avec l'ignoble Pinocchio remake live action de Disney, avec encore une fois Tom Hanks qui jouait Geppetto et qui faisait vraiment pitié parce que je trouve que Zemeckis avait de quoi faire un bon film Pinocchio et il s'est vraiment planté parce que le cahier des charges de Disney, etc. Et moi, je pense pas que ce soit tant un truc de il s'est perdu que un truc de faire un film pour un studio pour ensuite faire un projet plus personnel qui lui tient à cœur. Et du coup, quand je vois arriver Here, qui est dont on a vu arriver assez tard quand même hein, les premières images, je suis très intrigué parce que c'est un concept de Zemeckis, c'est un concept numérique où il va jouer là-dessus. Et c'est quand même un pari assez dingue, quoi, parce que tenir 1h40 avec un concept comme ça, on en parlera après de la durée, je pense, mais tenir un pari avec un truc où c'est dire 1h40 avec un plan fixe et réussir à le transformer, il va falloir penser à renouveler sa formule, à chaque fois la renouveler, à chaque fois penser à une nouvelle manière d'exploiter cet exercice. Donc voilà, je suis assez intrigué, je me dis que ça peut se planter, mais comme chaque film de Zemeckis, je me dis que ça peut être une expérimentation visuelle et un exercice formel en même temps avec beaucoup de fond et beaucoup de, disons ça va faire nul dit comme ça, mais de tendresse en fait, parce que le cinéma de Zemeckis c'est aussi sur le temps, laisser passer la vie, etc. Grandir, hein, même la fin de Retour vers le futur le dit, sur ce que c'est d'atteindre l'âge adulte, d'accomplir ses rêves, etc. Il y a quand même tout un discours là-dessus dans toute sa filmographie. Donc c'est un film qui peut peut-être parfaitement s'embriquer en fait là-dedans, mais voilà, j'étais assez impatient de voir le film. Mais toi, Jude Melon, qu'est-ce que tu attendais de Here? Ben, j'entendais trop ou pas assez, je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que malheureusement, le film a été trop vendu, peut-être aussi, hein, sur son idée. On reprend tout le monde ou presque de Forrest Gump 30 ans après. Ouais, ce genre de promo marketing qui essaye de ressusciter une grande œuvre du passé pour présenter une nouvelle, j'ai un peu de mal, mais je me disais, Zemeckis, quand même, il a fait quand même beaucoup plus de bons films que de mauvais. Certes, il y a eu ce passage malheureux avec Pinocchio. Et bon, Sacrée sorcière, c'est juste inoffensif comme film, quoi. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Là, son retour sur grand écran, forcément, je l'attendais un peu plus, en me disant que oui, il allait expérimenter. Oui, le projet pouvait être passionnant. Plan fixe. Un endroit fixe pendant tout le film. Comment l'exploiter? Cette idée de suivre une famille, entre autres, et autres, en plus, si affinité. Et forcément, Zemeckis, c'est un de mes réalisateurs de cœur. C'est celui qui, avec Spielberg, grosso modo, m'a fait aimer le cinéma à l'adolescence, quand j'ai découvert à peu près en même temps, après, du coup, d'abord Jurassic Park, puis après Forrest Gump, les Retours vers le futur, et puis même d'autres, un Contact, on en parle rarement de Contact, mais là aussi, il y avait de l'expérimentation technique dedans, notamment avec ce plan là qui va dans le miroir, qui est assez passionnant au début du film. Et puis dès le début de sa carrière, avec Crazy Day, un film où on voit les Beatles un peu en incrustation historique, dès le début, Zemeckis a tenté cette expérimentation-là. C'est vrai que c'est pas que c'est perdu, mais ces dernières années, c'était plus compliqué. Ça dépendait aussi. On reparlera d'ailleurs des Beatles, pardon de te couper, mais on reparlera des Beatles d'ailleurs dans Here. Ah, d'accord, oui. Mais de toute façon, cherchez pas à Here, il voyage à travers le temps de sa filmographie. Mais clairement. C'est-à-dire qu'il doit référencer pas loin de la moitié, voire les 2 tiers de ses films, de façon même très indirecte sur une réplique. Et donc, Here, adaptation d'une BD, façon un peu théâtrale aussi, parce qu'on a l'impression de filmer une seule scène comme ça pendant tout le film. Donc, c'est vrai que ça joue beaucoup sur notre perception. J'avais un doute sur le temps du film, parce que voilà, avant de voir combien de temps il dure, je me disais, bon, ça va bien durer 2h30, ça, il faut quand même bien poser les choses. 1h45, j'avais un doute. Bon. Mais j'y suis allé en mode, allez, on y croit après tout. Et est-ce qu'on a eu raison d'y croire ou non? Bah vas-y, donne ton avis en premier. Je pense qu'on va pas C'est être moi qui d'accord. commence, ok. Ah bah oui, obligé, Euh, obligé. Écoute, en fait, ça va être compliqué cette critique, je pense, autant pour toi que pour moi d'ailleurs, parce qu'on en a beaucoup parlé en off, faut le dire. Mais en fait, disons que je vais pas pouvoir dissocier évidemment la puissance émotionnelle du film, et en même temps, je trouve que c'est un film qui a des vraies qualités formelles et qui a un vrai tour de force numérique. Je trouve que c'est un film qui va te présenter un concept, va réussir à justement jouer sur la forme, etc. tout le temps pour renouveler, montrer à peu près des images. On va aussi montrer des fois, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce cadre de juste un plan? Va y avoir une scène, par exemple, avec des miroirs ou des trucs. Enfin, il y a beaucoup d'idées de comment renouveler à chaque fois la forme. Et ça, je trouve ça absolument passionnant.
Et en même temps, on parlera après du côté fan service ou quoi, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais c'est un film qui est parallèle à Forrest Gump. C'est-à-dire que Forrest Gump, c'est un film sur le voyage, faire toute sa vie, partir dans plein d'endroits différents. Et là, c'est un film qui est fixe, en fait. Et c'est pas un film seulement fixe sur la forme, à travers, bon voilà, les personnages sont dans un cadre et ne bougeront pas. C'est un film aussi sur les personnages qui sont fixes, qui auraient voulu faire plus, qui sont terrifiés, en fait, à l'idée de sortir d'un autre cadre. Et bah, c'est aussi un film d'émancipation, dont on parlera de ça après aussi, mais c'est un film aussi qui est parallèle sur, bah, des fois, on n'accomplit pas ses rêves, on fait pas certaines choses et on reste fixe. Et qu'est-ce qu'on sort en fait de cette vie et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on évolue, mais que notre cadre n'évolue pas. Et je sais ce que tu vas dire après, on en parlera, mais en fait, je trouve que le film n'avait pas forcément besoin d'être plus long, parce que je peux comprendre, et peut-être que j'aurais aussi aimé que ce soit un peu plus long, mais en même temps, parce qu'il faut le dire aussi, on n'est pas vraiment rentré dans les détails de ce procédé, mais l'image et le cadre va changer aussi à travers des rectangles ou des carrés, en fait, qui vont modifier l'environnement. C'est pas aussi un film linéaire, parce que ça, on pense aussi beaucoup que ça va être que l'histoire de Tom Hanks, mais on va avoir quelques histoires un petit peu à côté qui vont être secondaires. Euh, à notre époque, donc en 2020, parce qu'on parle du Covid aussi à un moment donné, ou alors à l'époque victorienne, ou alors à l'époque de tribus amérindiennes. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments en fait qui viennent rentrer l'intrigue. Donc c'est un film qui est assez intéressant sur ce point-là. Et en même temps, c'est un film vraiment sur, bah, des fois on vieillit et on change. Et ces éléments-là, en fait, ces souvenirs-là, ils vont nous rester, en fait. Et en fait, c'est difficile vraiment d'en parler, mise à part aussi l'émotion, parce que c'est aussi un film qui va aussi beaucoup jouer là-dessus. On le sait, alors tu vas parler du pathos et tout, je le sais. Mais en même temps, je trouve que chaque film de Spielberg et de Zemeckis font aussi du pathos à leur manière. Moi, c'est un film qui m'a laissé en larmes dans ces 10 dernières minutes. Je trouve que c'est un film absolument passionnant. Et c'est pas Le juste un pathos, pur exercice formel. Parce le que, bah, pathos, il en a fait avant. Il en a fait Oui, avant bien du sûr. pathos. Ça, je suis d'accord. Hein. Forrest Gump, il y a du pathos dedans. Bah, il y a toujours Ouvertement. du pathos dans ce Très, très cinéma. ouvertement. Bien Mais sûr. moi, pour moi, le film résume parfaitement en fait ce qu'il fait dans sa première scène globalement, où en fait il y a deux enfants qui arrivent et c'est l'étape de la construction de la maison et ils Hum. parlent et en fait les deux enfants c'est un truc qui peut paraître très anodin, mais les deux enfants vont aller demander ce qu'ils font et qu'ils ont déjà beaucoup creusé en fait pour faire la maison au mec du chantier et les mecs leur disent on va encore creuser. Et pour moi, c'est Zemeckis qui dit on va encore creuser dans cette histoire, on va essayer d'en faire quelque chose et de raconter avec tous ces petits éléments, ces espèces mais de micro-éléments parce que c'est les souvenirs, c'est ce qui reste. Et d'ailleurs, dans les carrés, il y a plus ou moins des carrés qui restent plus ou moins longtemps par rapport aux souvenirs. Et si ces souvenirs restent plus ou moins longtemps. Donc, non, pour moi, c'est un film qui m'a assez bouleversé. Et non, c'est un assez gros coup de cœur. Après, bon, évidemment, je suis assez biaisé parce que je suis un fan absolu du réalisateur. Mais bon, écoute, ça va être très intéressant d'en débattre. Qu'est-ce que toi, t'as pensé j'allais dire de Jules Melon, de Here? Ouf, je sais pas ce que je pense de moi-même après avoir vu ce Ouais, c'est film, ça. justement. Mais Fight Club. ouais, la fondation de la vie, la fondation de l'Amérique, la fondation de la maison, ça, j'ai bien compris le parallèle. Et ce que tu as dit aussi est très vrai, c'est le miroir inversé de Forrest Gump. C'est-à-dire que là, on reste fixe, mais ça avance. Alors que Forrest Gump, lui, il allait de l'avant, même qu'il courait. Hein. Il fuyait vers son propre destin à un moment. Là, c'est totalement renversé. Mais Zemeckis a, on va dire, voulu raconter l'histoire de l'Amérique et de l'humanité. L'histoire sur le papier est touchante d'ailleurs. Mais le souci, c'est que tu parlais du temps du film, c'est amusant parce que le temps dans le temps, on y est là. C'est-à-dire qu'il veut construire beaucoup de choses sur une durée intemporelle, depuis vraiment la formation de la Terre à de nos jours. Il aurait dû aller encore plus loin et aller dans l'avenir. Voir le futur, vraiment, en 3012, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit. Ouais, franchement, t'as l'impression d'ailleurs qu'en n'allant pas plus loin, il imagine que le temps va s'arrêter pour lui. Voilà, qu'il n'y a peut-être pas d'avenir pour lui. Et c'est assez particulier. Mais bon, ou qu'il a un discours sur l'humanité que finalement, l'avenir, on l'écrit pas encore, mais bon. Pourtant, il l'a fait dans Retour vers le futur. Et finalement, dans Retour vers le futur, pour nous, c'est déjà le passé, ce qui se passe dans Retour vers le futur 2. Et oui, on est déjà allé au-delà. Donc, amusant. On a Et, dépassé 2015, malheureusement. et oui, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il n'est jamais allé plus loin que ce qu'il a fait dans ce film avec le Covid. Et tiens, en parlant de Covid, parenthèse, le film a été pensé pendant le Covid. Zemeckis a appelé Tom Hanks pendant que Tom Hanks était seul chez lui. En plus, Tom Hanks, il a eu le Covid, il a bien souffert, hein, il me semble, à une époque. Et cette idée de mettre le Covid dans le film, c'est probablement en écho de la construction du film. Ils se sont dit, voilà, on était en confinement, tiens, on va faire un film où on va être confiné à un endroit. Bon,
Le problème, c'est que, voilà, pour revenir à ce que je disais, 1h45 pour partir de parler de tout cela, c'est juste. Ça aurait fonctionné, et le concept aurait fonctionné pareil en se concentrant sur la famille de Tom Hanks avec le père joué par Paul Bettany, qui est vraiment pour moi le meilleur personnage du film, c'est le père. Paradoxalement, parce que c'est celui qui est le plus cliché aussi. Le père qui ressort d'un traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est Zemeckis. Il y a des fois des traumatismes de l'histoire, donc de la guerre. Il y a donc cette idée qu'il en est ressorti alcoolique, hein, le père, clairement, et que son fils est l'opposé de son père. C'est-à-dire que le fils, c'est un artiste. C'est Zemeckis, le fils. Richard Young, dans le film, c'est Zemeckis lui-même. C'est cet artiste qui peut-être a eu du mal à se situer dans sa propre famille parce que Comme la plupart des personnages des oui. personnages de Tom Hanks sont des alter ego de Zemeckis dans son cinéma pour la plupart. Et là, voilà, c'est ça. C'est oui, même Gepetto en soi, hein, cet artiste-là, quoi. Cette idée qu'il il veut pas avoir ce boulot terre à terre, machin. Donc, il reste là parce que par confort avec ses parents, il reste dans cette maison, ce qui va créer ce conflit avec son épouse, hein, jouée par Robin Wright. C'est lui qui reste here, Richard Young. Mais pourquoi? Pour presque se punir de pas être comme son père et de voir son père souffrir. C'est assez terrible d'ailleurs cette histoire, mais c'est d'un classicisme absolu, ce qui n'est pas un défaut en soi. Voir comment l'Amérique, l'histoire, a détruit aussi un petit peu ses habitants. Et donc, pour moi, ça aurait été suffisant, et en 1h45, c'était large, hein, pour bien développer cela. Qu'après, chronologiquement, on passe à se suivre, parce que le film aurait pu jouer sur cette temporalité, revenir en arrière et tout. Mais au final, il ne fait qu'avancer, tout en revenant à des trucs du passé. L'histoire de Tom Hanks, de son père, de sa femme et tout, ne fait qu'avancer. Sauf au début, avec ces chaises vides, qui vont être l'écho de la fin, mais on en reparlera Bah en oui, mode mais spoiler. si tu me permets, en fait, il y a un truc qui est assez représentatif de ça, c'est que tu l'as dit effectivement, à part une scène dont on parlera en spoiler, il y a un truc sur le fait que tout n'avance et en fait, on va avoir chaque époque, on va peut-être avoir genre quoi, 5 époques différentes, 6 peut-être, je sais pas, mais en comptant la principale. Mais comme tu l'as dit, les époques avancent, on peut passer d'une époque à une autre, mais les époques avec les mêmes personnages, elles continuent. En fait, on revient Ah jamais oui, en bien sûr. arrière. Ouais. Et ça, c'est un truc assez symptomatique du film parce que c'est un film, je trouve, qui est assez intéressant sur ça, en disant, il y a eu plusieurs époques, cette maison a témoigné de plusieurs choses, mais on ne peut pas revenir en arrière. Et ce qui a été fait, et c'est du temps qui a été pris, en fait. Et moi, le film vient me Surtout le côté bouleverser. nostalgique hein, du film. Hein. Oui, oui, mais en fait, en même temps, le film décrit en même temps l'espèce de normalisme en fait de cette vie américaine et Ouais, de mais cette alors, espèce de moi classicisme. je suis d'accord. Je suis pas vraiment d'accord. Je suis d'accord sur l'idée que bon, il montre des évolutions à diverses époques de cet endroit, donc l'Amérique et même avant l'Amérique pour le coup, hein, parce qu'on voit la fondation de l'Amérique. Clairement, on voit avec le fils illégitime de Benjamin Franklin, qui était d'ailleurs, rappelons-le dans l'histoire, un loyaliste, le fils, hein, pas le père, parce que le père c'est un des pères fondateurs. Le fils il était lui plutôt proche des Britanniques. Il y a eu une histoire, il y a eu un drame familial. D'ailleurs, on voit l'écho qu'il essaye de faire, comme ce fils illégitime qui était différent du père, comme le personnage de Tom Hanks c'est différent du père. Ok, on comprend les échos, mais ça fait forcer la plupart du temps. C'est là pour surligner un peu d'émotion, faire des parallèles, notamment l'histoire de la Lune. Tiens, hein, je te montre la Lune, et pareil, dans l'une des Premières Nations aussi, le père montre à son fils la Lune. Ok, d'ailleurs, là, c'est un petit écho à Contact, par exemple. C'est un des exemples du film. Comme à un moment, il y a cet inventeur qui est là avec le fauteuil, et puis ce personnage qui s'installe pendant l'ère victorienne, je crois, et qui veut être à tout prix à côté d'un aérodrome parce qu'il pense au futur. Oui, Bon, ou cet homme aussi qui se prend une espèce de tomate pourrie à l'époque victorienne par des enfants qui se retournent et qui, comme pour les insulter quoi, et le haut du cadre change et c'est un camion de livraison de notre époque quoi. c'est FedEx dans Solomon, c'est ça Ouais, c'est ça. Non, mais ça aurait été. Oui, je sais même pas si. Non, c'était pas FedEx, là. Ils n'ont pas eu les droits, peut-être. Mais sérieusement, voilà, il y a des trucs, ça fait des parallèles on peut les comprendre, mais il n'y a rien qui se développe. Et j'ai envie de dire que c'est au détriment de l'histoire principale, où il y a de très belles choses. Évidemment, Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, on peut citer la mère aussi, jouée par Kelly Reilly, tout ça. Ça fonctionne sur le papier. Mais le film ne prend pas son temps. Il passe trop vite d'un truc à l'autre. Alors oui, l'histoire de collage, on n'en a pas parlé en détail encore du plan formel. C'est super cette idée de, oui, comme des cadres de BD qui viennent montrer
des fragments de souvenirs, que ce soit de la même famille ou du passé, pour faire des liens, parfois des close-up, enfin des inserts même, hein, sur un morceau de table, voir tiens, il y a ça. Et parfois, on revient dans le passé, parfois c'est juste un insert sur le moment. Il y a des vraies trouvailles, il y a un découpage. Le travail du monteur, qu'on peut citer, c'est Jesse Goldsmith. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec, avec le compositeur, je ne pense pas. C'est un travail de minutie absolue, et on peut comprendre aussi pourquoi le film n'est pas plus long, parce que ça a dû être un boulot de folie, même s'ils ont gagné du temps, paradoxalement, sur le rajeunissement grâce à l'intelligence artificielle, ou certains diront à cause de l'intelligence artificielle, mais ça, on verra si on débat là-dessus après. Il y a de la frustration pour moi. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces émotions qu'on a autour de la famille et qu'on peut ressentir, au-delà du fait que c'est du déjà vu, bon, ça, c'est pas grave. C'est quand même un réalisateur classique aussi, Zemeckis, dans ses propos. Au-delà de ses expérimentations techniques, il a toujours été un peu entre les deux, Zemeckis. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans son cinéma. C'est le côté un peu old school, mais on va quand même de l'avant. Mais du coup, ça ne prend pas souvent. Moi, je suis frustré. Il y a des moments où tu as envie de te poser avec les personnages, prendre le temps de la rupture, des doutes avec son épouse, tout ça. Et ça va trop vite. Le père heureusement que Paul Bettany est vraiment bon, parce qu'il arrive à faire ressentir en peu de temps toute cette détresse-là, dans les tremblements, dans la frustration de voir son fils comme il est, alors qu'il y a un autre de ses fils qui, lui, va s'engager dans la Navy. Tiens, écho à la guerre du Vietnam, évidemment. Hein, on y est là. C'est dommage. C'est-à-dire que je pense dans le film, j'ai pas calculé parce qu'on n'est pas comme ça quand on regarde un film, du moins la première fois, mais il n'y a pas un plan qui va durer plus de 20 secondes, pratiquement. Enfin, un plan sans qu'il y ait des distractions, je veux dire, voilà, un peu, mais parce que c'est les souvenirs et c'est des brimes de souvenirs ordinaires qu'on ne veut pas oublier. Oui, mais les bribes, elles sont pour les personnages. Le spectateur, il n'arrive pas à rentrer dedans. Moi, en tout cas, moi, en tant que spectateur, je suis pas rentré dedans. Et du coup, l'émotion, à chaque fois, je voulais rentrer dans l'émotion et j'étais perturbé par ça, par ci. Alors, j'étais là en mode, ah ouais, c'est intelligent. Mais oui, mais du coup, ouais, c'est de la distraction. Et pour moi, en fait, le film s'enferme dans son concept. Et ça, c'est le piège. Zemeckis, quand il expérimente, ça a déjà foiré au préalable dans sa carrière. Mais en fait, on peut dire ce qu'on veut sur Beowulf, mais c'est raté, par exemple. Mais en fait, le film aurait pu tomber dans ce truc purement formel et pas intéressant. Mais en fait, justement, s'il avait fait disons les 3/4 du film sont effectivement de l'exercice formel avec ces éléments, ces brimes, etc., qu'on a du mal à connecter. Et il y a un moment dans le film où il y a un anniversaire avec un personnage, en fait, et ce personnage réalise qu'il n'a rien fait de sa vie, enfin, globalement rien fait, qu'il voulait faire, en fait, qu'il voulait accomplir. Et ce personnage-là éclate en sanglots. Et pour moi, ce moment-là est le moment absolument dévastateur, en fait. Enfin, il y a un truc absolument terrible de ce truc-là bah voilà, en fait, on a vieilli et on n'a pas fait ça. En fait, et le film bouleverse là-dessus, sur les éléments qu'avaient comme rêve, en fait, ces personnages-là. Et c'est aussi un film parallèle à Forrest Gump dans le sens où c'est des personnages qui se sont trouvés, alors que dans Forrest Gump, les personnages n'arrêtent pas de se chercher. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est trouvé? Qu'est-ce que c'est un couple qui se détruit à force et qui est en miroir renversé? On se trouve trop tard dans Forrest Gump, c'est ça, hein, l'idée, c'est que bien sûr. Ça se pose trop tard, la pauvre et là, Jenny. Peut-être qu'il se trouve trop tôt. Voilà. Et là, peut-être qu'il se trouve trop tôt, tu vois, c'est ça qui est. Oui, mais il y a aussi une forme de retrouvaille sur le tard, mais on en parlera en zone spoiler. Oui, mais en fait, je trouve que justement, le film aurait pu tomber dans un piège sur ce truc de retrouvaille, mais il ne le fait pas. Mais vas-y, on en parlera en spoiler. C'est la malédiction, c'est une forme de malédiction dans cet endroit, mais pourtant, voilà, il y a aussi, je pense, mais là, il faut creuser, c'est juste dans l'interprétation, une forme de malédiction d'un endroit qu'on s'est approprié, l'Amérique s'est approprié cet endroit. C'est pour ça qu'il montre l'un des premiers peuples qui vivaient tranquillement en communion avec la nature. Alors là, pour le coup, le côté numérique fait tâche sur ces passages dans le passé, parce que ça fait vraiment reconstitution de documentaire National Geographic, tu vois. Et je pense que sur cet texte, il aurait dû jouer un peu différemment sur certaines techniques représenter le passé. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Par exemple, à un moment, il y a un vieillissement numérique sur le personnage du père natif américain. Voilà, ça, c'est des détails, parce qu'en soi, globalement, l'aspect technologique est plutôt réussi, même si à certains moments, tu as l'impression que c'est passé à travers 3 couches artificielles pour surlisser les choses. Tant et si bien qu'on se retrouve dans une sorte de pièce de théâtre musée par moment, où on a du mal à voir la réalité. Par un certain moment, j'étais là en mode, c'est la réalité pure de l'intime, de plein d'intimes ici. Mais j'ai du mal à rentrer dedans aussi par rapport à la technologie qui nous sort. C'est trop propre.
par moment. Et peut-être que c'est aussi un de mes problèmes avec le film. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, oui, le naufrage d'une vie ratée, ok, de plusieurs vies ratées, mais oui, parce que c'est un endroit qui aurait pas dû être tel qu'il est. Voilà, on voit la fondation de l'Amérique, hein, clairement, on comprend que cet endroit a été retourné de son, de, on va dire, de son concept initial proche de la nature. Il constate cela, Zemeckis, il pointe le doigt sur son propre pays, mais il l'a toujours fait, ça. C'est-à-dire que quand on qualifie Robert Zemeckis comme réalisateur conservateur républicain, comme on l'a fait dans Forrest Gump, c'est faux. C'est faux. C'est pas le grand progressiste absolu non plus. Sur certains points, quand même, il est un peu rétro. Dans ce film, on sent, voilà, le côté, on va dire, démocrate de droite, gentil, quoi, mais il y a quand même cette histoire autour du Covid. On y reviendra en zone spoiler Je suis peut-être. pas d'accord. Je suis Un absolument pas couple d'accord parce afro-américain, que il y a quelque chose qui va pas. En fait, il y a dans l'engagement, dans ce qui pourrait être montré, forcément ça ne va pas parce qu'il y a un l'embourgeoisement de ce quartier, donc qui fait que ce sont des gens qui sont un peu déconnectés du réel de leur propre communauté. Mais ça, pour moi, c'est très maladroit tout ce qui se passe autour du Covid. Là, j'ai vu le gars qui, oui, bah l'important c'est l'insertion et il faut vivre comme un Américain et puis voilà, puis la police, bah oui, bah elle fait, il faut faire avec. Bon, moi, ça j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que c'est gratuit, ça sert à rien en plus. Mais bon, on développera ça en zone spoiler. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est un lieu qui voit les tristesses et les joies des personnes. Et parfois, bah oui, on se foire. Malheureusement, dans nos vies, on ne sait pas exactement où on va. C'est un petit peu aussi le discours de Zemeckis, c'est on existe et on avance comme on peut. Après tout, contact, hein, c'est ça aussi. Hein. Quand on y pense, là aussi, contact, le rapport au père. Enfin bon, toujours, hein, rapport au père dans Forrest Gump, c'est le rapport à la mère, par exemple. C'est le rapport aux parents, à la famille. Et moi, j'ai cette frustration-là, c'est que je comprends ce qu'il veut faire, en fait, Zemeckis. Hein. Je comprends beaucoup de choses, hein, voilà, mais ça ne fonctionne pas sur l'aspect cinématographique pur. C'est-à-dire que tu peux toujours essayer d'interpréter les émotions, tu peux toujours tomber dans le tire-larme et le pathos. Oui, moi, j'avoue, à la fin, j'ai aussi versé ma petite larme, mais en sortant de là, je me suis dit, non, désolé, film, tu ne m'as pas eu sur la globalité, et pour moi, il y a des trous de raquettes. Il y a des choses qui sont survolées. Il y a des choses qui n'auraient pas dû être là, ou qui auraient dû être là, mais plus longuement. Il y a des moments qui auraient dû être beaucoup plus posés sur l'intime de ce couple. Et ça fonctionne quand, vers la fin, là, oui, ça fonctionne. Parce qu'à un moment, il décide de le prendre, le temps. Parce qu'il faut l'arrêter, le film, et il faut marquer le coup sur la fin. Bien sûr, il le fait là. Mais il y avait la place pour le faire avant. C'est-à-dire que le passage, le père, le fils et tout, à un moment, c'est brouillon. C'est tout simplement brouillon. On n'arrive pas à voir vraiment la construction de ce couple aussi avec Robin Wright. On comprend que ça va pas marcher parce qu'elle, elle veut aller ailleurs. Lui, le mari, il veut rester. Il veut rester here. D'ailleurs, c'est clairement sa malédiction. Il a décidé de rester là par rapport à bah, l'image du père et tout. et il y a Et une, il y a une, son... non mais il y a une réplique qui est terrible dans le film, moi que je vais citer, qui est le personnage de Tom Hanks à un moment donné qui dit à Robin Wright, je pensais que l'inquiétude empêchait les malheurs d'arriver. Et je trouve que la manière dont il l'écrit, parce que justement en fait le film pourrait être un pur exercice formel, mais il vient rapporter toute son écriture et toutes ses émotions en fait sur la fin et sur le dernier tiers. Et la manière qu'il a de le développer justement parce que c'est une époque qui lui parle plus, parce que c'est un réalisateur qui traite aussi de la vieillesse et de la manière dont le temps se dissipe en fait et la manière dont l'oubli Oui, mais... arrive. D'ailleurs, l'oubli sera traité avec une forme d'Alzheimer, voilà, sans spoiler dans le film. Oui, Et c'est un truc qui me détruit oui, psychologiquement. mais d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a le paradoxe profond de ce film et de Zemeckis aussi, c'est que à la fois il est attaché, on va dire, à la construction familiale, etc. Parfois un peu tard, comme dans Forrest Gump, mais quand même, au final, ça se termine sur un aspect familial, mais aussi cette idée quand même d'aller à l'aventure de l'avant et de ne pas rester bloqué. Et le film le montre là. Et quand on regarde son cinéma, Zemeckis, il a même fait un film d'aventure avec Michael Douglas. Hein, la poursuite du diamant vert, qui est pas extraordinaire, mais il y a cette idée-là, où d'ailleurs il mélange aussi l'idée old school de la romance et l'idée quand même de l'aventure. Il y a cette idée dans Zemeckis, c'est que dans beaucoup de ces films, il tente, il expérimente son cinéma pour montrer des personnages qui vont oser des trucs, le Pôle Express, hein, sortir de quelque chose, mais en même temps, on en revient toujours à un cercle qu'il faut avoir pour être heureux, pour réussir sa vie. Et c'est pas anodin, à mon avis, que dans son film, il fasse jouer sa femme et sa fille. On n'en a pas parlé, mais bon, c'est des petits rôles. Hein. Il y a quelque chose de. Je pense qu'il y a un dilemme interne propre à Zemeckis, le cinéaste. C'est que c'est quelqu'un qui est très proche des siens, de sa famille, et qui dit que
la construction de soi se nécessite aussi par rapport aux autres et donc dans cette Amérique qui le propose et qui le permet quand même, mais en même temps, cette Amérique, elle enferme ces gens, ces personnes, elle s'est construite d'une façon particulière et il faut aller de l'avant et transcender et avancer aussi. Le film, le problème, c'est qu'il se bloque lui-même dans ce paradoxe et qu'il a décidé lui-même d'enfermer ses personnages d'emblée dans son concept, dans un endroit fixe avec un plan qui ne bouge pas. Et arrivera à la fin qui soulignera ce paradoxe d'ailleurs, mais on en parlera dans la zone spoiler. Mais avant la zone spoiler, parce qu'on va y aller après, la musique d'Alan Silvestri, franchement, c'est pas un peu appuyé sur la corde sensible avec ce piano qui, les 3 quarts du temps, moi j'aime bien. Moi, il arrive à me prendre à souligner ça. Je suis d'accord que c'est un peu appuyé, mais bon. je trouve qu'il arrive justement à capter quelque chose. Et encore une fois, c'est un petit brin parce que les paroles, enfin le thème peut faire penser à Forrest Gump, mais évidemment c'est très très proche. Mais il y a plein d'autres choses dont on parlera en spoiler. Elle est bien. Hein. La compo, je l'ai écoutée un peu à part là, la veille où on enregistre un peu le soir là et tout. Elle est bien, hein, franchement. Mais elle est super. Il est au top, hein, Alan Silvestri, il n'y a pas de souci. Mais bon, lui aussi fait un melting pot de sa carrière hein, avec cette BO. Mais je trouve que justement, c'est un film sur la tristesse, la solitude. Et reprendre les trucs de Forrest Gump, c'est pas anodin. En fait, reprendre ce truc-là. Justement, Forrest Gump, je sais pas à quel âge il avait quand il a réalisé Forrest Gump. Mais là, il doit être quoi? Il doit... Avec la quarantaine, quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, il doit avoir 70 ans, 75 ans, un truc comme ça. Ouais, je trouve que justement. Mais c'est un film de son âge. Hein. C'est un film de quelqu'un qui a plus de 70 ans, c'est clair. Hein. Mais je suis désolé. En fait, quand il y a. Et j'ai rien contre ça, je trouve ça passionnant. Quand il y a plein de réalisateurs, on a trouvé un mouvement récemment où plein de réalisateurs comme Spielberg, comme Paul Thomas Anderson, comme James Gray, comme même un peu Sam Mendes aussi avec Empire of Light, parlent de leur passé, de leurs souvenirs d'enfance, etc. et de la manière dont le cinéma les a transformés. Aussi, il y a évidemment cette mode-là qu'on voit un peu partout. Là, réussir à faire un truc où c'est pas ses origines, mais c'est justement reprendre Tom Hanks comme persona et dire, le temps a passé, on est vieux. Et qu'est-ce que c'est finalement le bilan de ça? Qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière? C'est quelque chose que je trouve absolument bouleversant. Il fait son Fabelmans. Il fait un peu son Fabelmans. Oui, mais c'est une manière de le traiter qui est très Zemeckis et qui est hyper unique en fait et que je trouve vraiment ingénieuse. Ouais, mais tu vois, ça, le pire, c'est que le film, je l'aurais trouvé sûrement très bon si on s'était, et j'insiste, hein, uniquement concentré sur cette famille, sans trop essayer de jouer sur la fondation de l'Amérique, le truc avec les dinosaures au début. Parce qu'il veut mettre en parallèle la fonction, la création de son Amérique à lui avec la création du reste en fait. Et ce qui est quelque chose qui peut être assez intéressant. La géographie de cette maison et l'histoire de la maison invite à cela, c'est-à-dire que c'est une maison coloniale qui a été construite au début de l'Amérique et à un endroit où il y avait le fils illégitime de Benjamin Franklin. Alors apparemment, ça sera dans le New Jersey. Hein, bon, c'est pas trop précisé, mais on va le dire que c'est par là. Donc, il le situe historiquement dans un des berceaux de l'Amérique, si on veut, enfin de l'Amérique et des États-Unis, hein, si on veut. Hein. Donc, je vois pourquoi. Mais bon, tu vois, par exemple, les dinosaures, l'ère glaciaire avant. Est-ce que c'était obligatoire? Alors c'est un détail, ça dure même pas 2 minutes. C'est l'introduction, tu chipotes là, je suis désolé. Oui, je chipote, mais pourquoi? Les 5 premières minutes. Pourquoi c'est là? C'est la fondation, c'est Contact, la fondation du monde. Je sais pas. Mais, limite, il aurait dû finir le film, j'exagère à peine, hein, avec des extraterrestres qui viennent du futur à la fin et qui colonisent la Terre. À la rigueur, j'aurais trouvé ça limite drôle et cohérent par rapport au début. Bon, évidemment, je plaisante un peu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Scène post-générique, on est en l'an 4212 et on voit des aliens débarquer. Ils détruisent tout. Ça m'aurait même pas étonné en fait. Mais en même temps, le film m'a tellement terrassé que j'aurais pas voulu d'une scène de post-générique. Là, ça aurait terrassé tout l'univers. Hein. Ouais. Mais allez, spoiler. Allez, on spoil. Allez, on spoil. Et si on commençait par la fin? Parce que bon, elle est magnifique, cette prise à part. Alors, c'est une leçon de cinéma en plus sur la fin. La disposition qui est présentée dans les 5 premières oui, même avant même qu'on ait, je crois, les dinosaures et tout, je sais plus. Mais au tout début, on a ces chaises vides et ce vieil homme qui arrive là. Et donc, il met ses chaises au milieu, les chaises vides au milieu de la pièce vide. La maison est morte, en fait, hein, en soi, parce que les derniers occupants sont partis, il n'y a personne. Donc là, elle ne vit plus, elle est toujours là, mais elle ne vit plus. Ce qui aurait été intéressant, d'ailleurs, clairement, c'est de faire finir le film sur la destruction de la maison. Pour des raisons émotionnelles, un peu comme dans Forrest Gump, d'ailleurs. Quand Forrest fait détruire la maison de Jenny, des parents de Jenny. Oui, mais c'est une manière aussi, si je peux prendre un peu le relais sur ça, c'est une manière aussi pour moi, tu vois, justement, tout le film nous a montré les carrés, etc. Et en fait, le vide n'occupe aucun espace.
Et pour le personnage de Robin Wright qui a Alzheimer à la fin du film, Ah, oui, clairement, oui, oui. le personnage de Tom Hanks l'emmène. Et justement, cette pièce est blanche, elle est vide. Il n'y a plus rien parce qu'elle ne se souvient de plus rien. Et C'est exactement ça. c'est un truc symbolique qui, moi, me terrasse. Et la manière qu'il a de le montrer, où le personnage de Tom Hanks essaye de lui rappeler, il lui dit alors, tu te souviens de ma mère, de mon père, etc. Elle lui dit que non, elle n'arrive pas à le trouver. Et quand il lui dit justement qu'il lui parle du ruban, qu'il lui parle de ces éléments-là, qui étaient peut-être des petits trucs anodins, tu vois, qui étaient peut-être juste des petites scènes de vie familiale La naissance, hein. qui Parce que la pouvaient être très naissance anodines. d'enfant, La naissance, évidemment, mais hein. il parle même de certains trucs assez anecdotiques, tu vois. Non, il parle pas de la cheminée, je crois, qu'il parle surtout du ruban. Mais la manière qu'il a, et là, elle se souvient. Et c'est justement là où on a cette espèce, on sait que ça peut arriver, mais cette espèce de travelling final Mais c'est ça qui qui est sort de là, la oui. maison, Oui. où justement elle trouve cette manière de s'émanciper et de voir à travers. Et c'est justement cette espèce de lueur d'espoir, en fait, ces trucs de, bah, en fait, c'était peut-être, et parce qu'elle n'aime pas la maison, et on le voit à travers tout le film. Et cette espèce de théorie de, bah voilà, on n'a peut-être pas toujours aimé, en fait, ces trucs-là, on n'a peut-être pas toujours apprécié, en fait, sur le moment, en fait, ces éléments-là. Mais en même temps, arriver à l'âge vieillesse et arriver près de la mort, c'est ce qui nous reste, en fait. Et rien que d'en parler, ça m'émeut, en fait, parce que Oui. je trouve que c'est d'une beauté, en fait. Et c'est ce que je disais, parce que j'y suis avec mon père. On était en larmes tous les deux à la fin, mais je lui ai dit, moi, je lui souhaite de faire un nouveau film et j'espère qu'il fera un nouveau film. Mais s'il finissait sa carrière sur ça, si c'était Bah, ce film Testament, ce serait un film parfait pour un dernier film. c'est vrai que tu as l'impression qu'il a fait ce film comme si c'était le dernier. Mais bon, je pense qu'il est surtout conscient de l'évolution de l'industrie et que vu les fiascos avant, là, il a eu la chance de le sortir en salle. C'est pas évident qu'on lui repropose d'autres films derrière. Bah, d'autant Bien plus que, sûr. pardon de te couper, mais d'autant plus que je pense que Robert Zemeckis, aussi bon réalisateur soit-il, et moi je l'adore, c'est pas un réalisateur comme Scorsese et Spielberg qui peuvent se permettre d'enchaîner les bides et de continuer de faire des films Hmm. parce qu'ils ont la carte et parce que c'est des réalisateurs cultes. Tu regardes Scorsese via Irishman, non, il s'est sorti sur Netflix, mais Silence, ça s'est planté. Killers of the Flower Moon, ça s'est planté. Pourtant, on lui donne encore des feux verts pour qu'il continue de faire ses films. Et j'en suis très content hein, parce que c'est mon réalisateur préféré. Spielberg, pareil, les Fableman, ça a été un énorme bide. West Side Story, c'est pareil. Enfin voilà, tous ces films sont des espèces d'énormes bides, mais il peut encore continuer parce que c'est Spielberg, tu vois, c'est le réalisateur de Jurassic Park, donc on lui laissera toujours la carte. Zemeckis, c'est plus compliqué quand même, parce que quand bien même il a fait Retour vers le futur, c'est Ouais. quand même un réalisateur qui a toujours tenté des espèces de projets cocasses qui ont divisé et qui n'ont pas plu. Et d'ailleurs, le film se fait éclater aux États-Unis, Mais il ce qui marche fait que en les France, distributeurs. les retours sont positifs en France. Ça me Ah bah c'est rappelle ça, quelqu'un. mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que Ça me rappelle les Clint Eastwood. Voilà. oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais non, mais d'ailleurs c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que le film s'est fait exploser aux États-Unis. Le Guardian a dit que c'était un espèce de truc. Bah, on parlera si tu veux du rajeunissement numérique, mais un truc immonde Ouais. de IA ou quoi. Et Non, mais du coup, les distributeurs français n'ont pas mis de Projopress, donc personne n'a pu le voir en Projopress. Et, et bah, du coup, les rédacteurs français sont allés le voir au premier jour en salle et ont dit que ils c'était l'ont aimé. exceptionnel et n'ont pas compris pourquoi il n'y a pas eu de Projopress. Donc c'est assez Il y a paradoxal. 80% des gens que je connais qui l'aiment le film, hein. Donc c'est ça qui est étonnant aussi, mais ou pas. Enfin voilà, je pensais qu'il Vie ma diviserait vie de plus. Beetlejuice 2. Ah, mais Beetlejuice 2, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, oui, pour revenir à cette fin, tout est parfait dans l'exécution et l'émotion, bien sûr. C'est-à-dire que là, on a, je sais pas, ça dure quoi, 3, 4 minutes, 5 minutes, j'en sais rien, de grâce. Mais bon, je vois à ce moment-là très émouvant parce que moi, dès qu'on met une personne voilà, qui est atteint de vieillesse et de démence ou Alzheimer, bah, ça me touche aussi personnellement. Donc fatalement, en plus, ça conclut bien l'idée que la pauvre, elle a subi cette maison. Bon, après, elle est partie, hein, il y a eu voilà, mais elle a quand même subi une partie de sa vie qui fait que rien à voir hein, sur le plan médical avec la démence, mais tu sens que ici, il y a un lien narratif, si on veut. Et alors, voilà, il y a ce moment, et bien enfin, le plan bouge. D'ailleurs, j'ai été à la fois surpris et pas surpris quand je vois la caméra bouger. T'as un peu l'impression même qu'il y a une sorte de portée au début, enfin, ou alors c'est moi qui est dans ma tête qui commençait à vibrer avec les petites larmes aux yeux. Mais et alors voilà, enfin elle bouge, elle vient vers eux, elle tourne autour et elle sort et elle s'envole dans les airs. Et quand même, j'étais là, ah c'est beau, ah ouais, mais bon, la plume Forrest Gump, c'est le même plan. Avec l'oiseau aussi. Ouais, mais ah bah oui, l'oiseau va s'envoler loin, loin d'ici. Oui, Alors, petite Jenny, tu as pu t'envoler loin, loin d'ici.
par procuration 30 ans Alors, après avec ta version vieille jouée par Robin Wright. Oui, oui. est-ce que je peux expliquer justement mon point de vue sur ça? C'est que justement, dans le discours dont on a parlé, bah, évidemment, peut-être que tout n'était pas heureux, c'est pour ça que le titre est complètement con, les plus belles années de nos vies ou quoi, Oh là parce là, que non, mais- plus de la moitié n'était probablement pas heureux. Et moi, il y a des Ah, scènes vraiment qui me font presque bah, pleurer de tristesse, quoi. Je trouve que la le père, froideur, hein. par exemple, de la scène du Nouvel An, je trouve elle est terrible, quoi. Ah oui. Mais, Thanksgiving mais aussi avec le gars qui part à l'armée, le frère qui part à l'armée, on sent la culture Thanksgiving, familiale. mais je trouve que la manière dont alors je trouve que la mort de la mère est bien, même si elle passe hors champ, mais la mort du père, interprété Ah, par Paul Bettany, est ah, particulièrement terrible. Parce que ah la oui. manière dont justement, c'est la seule fois, bon après on reviendra sur l'oiseau, mais c'est parce que je voulais parler de ça aussi, c'est la seule fois où on reviendra sur un élément passé, c'est parce que sa femme l'appelle, en fait, sa femme qui est partie l'appelle en fait de l'au-delà en fait, et lui l'a rejoint, et c'est traité avec une telle poésie, en fait, cette manière de faire passer le temps. Et justement, tu vois Ouais. qu'il n'y a plus les draps, donc tu comprends qu'il est mort. Et t'as le personnage de Tom Hanks qui replie le lit. Ce simple geste m'a fait m'effondrer en larmes, quoi. Parce Mais que la là, manière de le traiter tu avec vois, subtilité est fou. on a Zemeckis et son scénariste, hein, Eric Roth, qui doit avoir pas loin de 80 ans, lui. Je crois qu'il est plus âgé que Zemeckis. Là, on voit qu'ils pensent à la mort, les deux. Mais évidemment, et c'est un film C'est idiot, qui est mais là-dessus aussi. c'est bien les films. C'est un film de personnes qui sentent la fin arriver. Et ça me touche aussi, ça. Ça me touche aussi. Mais ça se voit, ça se sent. Voilà. Mais et en même temps, ils arrivent à capter chaque époque, parce que la peur des personnages qui sont enfants, tu la sens. La dépression et le stade de vide qu'ils arrivent quand ils arrivent à 50 ans, tu le sens aussi. La Mais bien vieillesse des sûr. personnages qui Mais reviennent vite en fait. arrière avec un côté passiste, elle est dingue. Et je suis d'accord avec toi que il y a des trucs qui peuvent être un peu lourdeaux, notamment sur le Covid. Mais Ah, je trouve justement il arrive à capter ces petits éléments, en fait, et ces éléments oui, mais qui marquent la vie. Mais comme l'aspect sur la grippe avec ce personnage du pilote, moi je trouve que c'est une belle bah histoire oui, aussi. grippe espagnole, le Covid, oui, on fait des liens, ça c'est sûr, Enfin, hein. évidemment, et c'est ce qui aussi on retient et ce qui caractérise l'époque. Et moi, je suis désolé, je trouve Mais que on a trop peu traité du Covid ces dernières années au cinéma, alors que le cinéma, c'est aussi le reflet de la réalité et de notre époque. Et bah là, voir il un le film qui fait le pas, hein. traite de manière toute petite comme ça, mais aussi légère, en fait, et aussi subtilement, moi, c'est un film que Ouais, mais je trouve bon, ça vraiment c'est la, admirable. c'est la domestique là, qui est d'origine hispanique et qui donc travaille, ça c'est intéressant ça, qui travaille donc au service d'un couple afro-américain qui a vécu la gentrification et tout. Donc ça montre Zemeckis juste un truc, c'est qu'il montre que oui, on peut tous réussir aux États-Unis et heureusement il y a eu des progrès sociaux. Ce qui est presque dommage. Enfin, si, il parle de l'esclavage en filigrane aussi au début quand même. Mais c'est vite fait, hein, de l'époque avant la fondation de l'Amérique. Enfin, c'est évoqué. Donc il essaye, mais c'est là où il aurait fallu développer plus, hein, quand même. Par contre, il aurait fallu Mais développer. moi, je suis pas d'accord Mais avec toi sur le sujet des Black Lives Matter. On est bah, sorti du film, on en a discuté. Tu m'as dit que c'était un film qui était limite pro-flic. C'est absolument pas non, ça. non, c'est pas ce que C'est j'ai dit. C'est que ça, c'est des ça parents. essaye. Bon, vas-y, explique la scène et puis on en parle après. Bah alors, en gros, en fait, pour expliquer globalement, les parents, en fait, parce que du coup, tu comprends que après que Tom Hanks soit parti et revendu la maison, c'est une famille de personnes afro-américaines qui l'ont racheté avec une domestique, évidemment, on en a parlé aussi. Et tu vois leur fils grandir année après année, même si bon, voilà, encore une fois, c'est une partie infime du film. Et il y a cette scène où tu vois pas le fils d'ailleurs de face, tu vois le fils de dos sur un canapé, et tu vois ses deux parents, et le père explique, alors, si tu te fais arrêter par un flic, tu sors ton truc, tu poses les mains très rapidement, etc. Et cette scène est glaçante. Et il explique, et à la fin, ça se termine sur, et tu remercieras le fait qu'il ait pris son café et qu'il se soit levé du bon pied ce matin. Et la froideur de Oui, cette scène, mais la c'est là, justesse, c'est une et scène. Alors, c'est une scène qui est double tranchant. Je pense que Zemeckis, il a voulu montrer qu'il y a encore une forme de soumission, malheureusement, de certaines communautés face à une Amérique blanche et donc ici les flics. Mais c'est traité bizarrement. Moi, je me demande. En fait, ça aurait même pas dû être là. Parce que ça, il faut quand même aller plus loin. Tu vois, en plus, le fils qui c'est montrait un le élément dos. important de l'élément, en fait. Enfin, de l'élément, pardon. Je me Mais suis qu'est-ce qu'il veut dire, perdu dans Zemeckis? Ça, je sais mais, pas. Il questionne mais le si, parce problème, que oui, mais justement, il évoque des grands problèmes et des grandes tragédies, en fait, des époques. On a eu la grippe, on a eu évidemment l'Alzheimer, évidemment, avec tous ces trucs-là. bon, Et
Et là, justement, traiter des violences policières de cette manière-là, je trouve ça d'une justesse Ouais, incroyable. puis il y a aussi l'invention du fauteuil pour paresseux, là, le lazy boy, là, je sais plus quoi. Là. Ben, Ça, ça, c'est ça plus c'est une lourd. dose. C'est C'est lourd, une ça vient dose trop, ça d'humour qui, revient moi, trop marche dans le sur moi, film. mais je comprends. Je comprends. Ça revient trop. C'est-à-dire que c'est une anecdote absolue. Oui, bah, l'Amérique, c'est le pays des inventeurs. Hein. Voilà. Après tout, Benjamin Franklin lui-même, je crois inventer des trucs. Oui, mais d'ailleurs, C'est plus si on amusant. revient juste, si tu veux, on peut revenir juste sur l'oiseau, parce Oui, voilà. on a un peu oublié ce truc-là. Mais pour M'envoler moi, loin, justement, loin d'ici. mais oui, mais la manière de faire justement tout ce truc-là de l'oiseau qui était avant la plume dans Forrest Gump, c'est une manière de dire, bah voilà, on a vieilli et on a développé et on s'est développé. Et même si tout n'a pas été positif comme dans ce film-là, bah, c'est une manière de s'être développé et quelque part on a atteint quelque chose. En fait, même sans avoir bougé, en fait, et en étant resté dans cette maison. Et ce geste final, moi, c'est un geste qui me bouleverse. Mais du coup, l'allégorie de cette maison, tout ça, où on bouge pas, on veut pas bouger, mais il faut quand même apprendre à bouger, n'est-ce pas une allégorie du cinéma de Zemeckis sur ces thématiques aussi? C'est-à-dire qu'il se rend compte il est resté cloisonné dans des thématiques. Voilà. Même si il a toujours avancé sur des expérimentations, ça c'est clair. Il a toujours, voilà, il est conscient avec ce film qui revisite tout ce qui a fait son cinéma. Et donc, La Maison de Hir, c'est un peu son cinéma musée à lui, et il l'exploite. Quel est le message derrière, à ton avis? Après, bon, c'est aussi à cause du Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, il n'aurait jamais fait ce film. Il a voulu Mais montrer pour, le bah confinement oui, le c'est plus intéressant sordide. justement d'utiliser le confinement, ouais. Voilà. Et est-ce qu'il montre pas aussi peut-être une autocritique ou juste une constatation? Après tout, c'est pas un mal, hein, une forme de confinement de son cinéma. Mais ouais, peut-être, et peut-être qu'en Mais même temps, bon, c'est le personnage à l'image du personnage de Tom Hanks, c'est une forme de regret. Peut-être qu'il se dit, mais oui. peut-être que Zemeckis se dit, j'aurais peut-être pu aller plus loin dans ma carrière, en fait, et essayer de faire d'autres choses, en fait, de nouvelles expérimentations. Et je suis pris par le temps. J'y arrive plus, en fait. Et cette scène, justement, de Robin Wright qui lui parle de Paris, etc., et où il explique qu'il est tout seul, que voilà, il va probablement partir parce qu'il se sent vide, en fait, dans cette maison-là. C'est un reflet de Zemeckis. Et pour moi, du coup, c'est pas un film passéiste, c'est un film qui a du regret, en fait, et qui se dit, malgré ses regrets, j'ai quand même développé quelque chose. Donc, c'est un film qui est très nuancé, finalement. Et Ah la oui, manière dont il le développe, je la trouve c'est particulièrement un intéressante et dilemme. bouleversante. C'est le Bien sûr, dilemme c'est un dilemme. zéméckisien. C'est-à-dire qu'il y a la nostalgie, tout ça, le tire-larme facile souvent et tout, mais aussi, je vais toujours de l'avant, je tente des choses, et j'arrêterai jamais de tenter des choses tant qu'on me le permet. Et avant de conclure, on peut parler de l'intelligence artificielle. Bon, c'est vrai que des gens ont critiqué cela, mais là, alors, il faut préciser que ça n'a pas été utilisé pour créer, ça a été utilisé pour les effets spéciaux. C'est pas pareil. Alors évidemment, il y a des gens qui travaillent d'habitude aux effets spéciaux qui n'ont pas travaillé sur le film. On peut toujours questionner cela. En mode, oui, bah, il l'a dit, hein, on a gagné peut-être 10 jours ou peut-être plusieurs mois de 10 semaines, je ne sais plus si c'est ce qu'il avait dit, mais ils ont gagné des semaines de post-production, puisqu'il faut savoir que le rajeunissement s'est fait en direct sur le plateau. C'est-à-dire que c'était rentré dans l'ordinateur, les images, et hop, ressortaient. Bon, après, ils ont fignolé derrière, hein, mais les acteurs pouvaient voir après les prises eux-mêmes rajeunis. On voit on a vu des extraits un peu de making-of où on voit Tom Hanks avec une perruque improbable et tout. D'ailleurs, c'est ça qui fait faux parfois, tu vois. En fait, ce qui fait parfois faux, c'est pas forcément le rajeunissement, mais les accessoires. Mais parce que c'est pas encore ultimement au point non plus. T'as jamais été dérangé à aucun moment, toi, par ce rajeunissement? Jamais? Alors encore une fois, justement, on fait beaucoup ce procès d'intention à ce film-là, mais je trouve que il peut être dérangeant. En même temps, je trouve particulièrement bien fait quand même sur certains aspects. Oui. Quand on a connu des films de Tom Hanks plus jeunes, je trouve qu'il lui correspond parfaitement. Après, je suis d'accord qu'on peut avoir des soucis par rapport à ça, mais je sais pas en fait. Je trouve que justement il arrive. C'est quelqu'un qui a fait des expérimentations visuelles toute sa vie et peut-être même ici qui se dit ah c'est vrai que je peux essayer de tenter de faire de l'IA et c'est en raccord avec le discours du film de d'aller vers l'avant etc et d'un film qui progresse et du coup moi c'est pas quelque chose qui me gêne forcément en fait dans le film. Non, mais c'est pas ce qui m'a gêné le plus, même si à certains moments, comme je l'ai dit, dans les trucs du passé, alors pas tous les trucs du passé, hein, plus sur, oui, pour les Premières Nations et tout, il y a des moments, bon, on sent que c'est sur le décorum, ça fait un peu artificiel, mais bon, c'est des détails. Je pense que c'est à peaufiner, mais c'est une technique qui le sera à l'avenir. Alors, attention, il faudra qu'elle soit affinée on va dire, à bon escient, que ça ne devienne pas trop
embêtant que ça remplace pas trop de métiers à Hollywood, par exemple. Pour des raisons de. Moi, j'ai peur que certains gros studios l'utilisent à mauvais escient, mais ça, passons. On remarque que quand on voit certains films de certains, on va pas dire des noms, mais de certaines firmes de super-héros Disney ou autres, on se demande s'ils passent pas par l'intelligence artificielle ou ChatGPT pour faire des scénarios. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, heureusement là, c'est pas du ChatGPT cinéma. Hein. Tom Hanks, il n'est pas passé de Gepetto à ChatGPT. Hein, heureusement. Voilà, il fallait que je la place. C'est une vanne totalement inutile. Mais du coup, pour la conclusion, on va accueillir Albator qui va nous donner son avis rapidement. Petit caméo final. Comment vas-tu ? Bonsoir. Oui, ça va bien et vous ? Et toi alors ? Et toi, t'es un peu entre nous deux ou pas, Bah, en fait, moi, j'ai vu The Substance. Non, pardon. J'ai vu oui, alors, Here. The Substance, vous pouvez voir notre émission avec Joe et Sawyer. Je suis en train d'écrire l'article. Et l'article, peut-être. On ne sait pas quand ça sera publié, tout ça, mais il y a un article du bûcheron du cinéma qui est en train d'être cuisiné. Et à mon avis, ça ne va pas être piqué des hannetons. Donc j'ai vu Here jeudi. Et j'ai pas vraiment accroché au film. Puisque j'ai trouvé déjà l'exercice assez intéressant de faire un film entièrement sur un seul plan fixe. Et je trouve qu'il y arrive assez bien, qu'il propose quelque chose d'intéressant, puisque il arrive à tenir ce pari tout en parlant justement d'une des thématiques préférées de Zemeckis, qui est le temps. Mais j'ai pas tellement accroché. Le rajeunissement, je l'ai trouvé assez moche. J'ai pas été aussi touché que tout le monde l'a été, je crois. Vous avez dit que vous aviez quand même versé des larmes. Moi, pas du tout. Ça m'a laissé assez froid comme film. Ça ne rentrera pas dans mon top, franchement. J'ai mis 3,5 sur 5. Mais assez généreux de ce que tu dis. Hein. Théo a pleuré devant The Flash, faut le savoir hein, quand même. Évidemment. J'ai pleuré, mais pas pour la scène avec les bébés. La scène avec le bébé. Voilà. Mais ouais, j'ai pas accroché. Franchement, ça m'a laissé. C'est un film à revoir, hein, je crois. Non. Ah non, mais si, moi je le reverrai. Hein. Je le reverrai. Je pense, j'essayerai de le revoir en famille. Voilà. Je crois que. Ouais, je pense qu'aussi le fait de le voir en famille m'a aussi beaucoup aidé. Mais bon, c'est pas parce que tu vas. Voilà, il faut pas se laisser biaiser par un. Non, mais évidemment, mais je pense que j'ai développé dans le podcast là pourquoi je le trouvais intéressant aussi formellement. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, vous l'avez compris, là, nos arguments se valent. Hein, voilà. Parce qu'on le rappelle, il n'y a pas un avis qui est meilleur que l'autre. C'est une question de ressenti. Mais par contre, vraiment, on le dit à chaque émission, mais je suis vraiment très curieux de ce que le public en a pensé. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de Here, hein, pour le coup. Oui, clairement, là, on vous attend au tournant parce que ça peut diviser. On sent que il y a des films qui divisent en ce moment, hein, plus qu'on pourrait le croire, parce qu'on pourrait par exemple imaginer que tout le monde adore The Substance. C'est faux. Vous le verrez dans un article sur le site. Hein. Mais même Here, il y a des gens, je connais des gens qui ont beaucoup moins aimé que moi encore, hein, largement même. Hein. J'ai vu du 2 sur 10 hein, sur ce film. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais son sens critique, je l'ai vu, le 2. Donc, oui, il faut qu'on ait un échange sur ce métrage. C'est très important parce que ce soit toi ou moi, mon cher Joseph, on a été impacté par le film, mais pour des raisons différentes. Moi, j'avoue, c'est un film qui peut me faire comprendre. Moi, c'est un film, je vais finir là-dessus, qui me fait comprendre que j'ai évolué dans ma perception du cinéma. Et je l'ai bien compris frontalement avec ce film-là. Où je me suis dit, bah oui, il y a tous les éléments, mais là, on me tient trop par la main. Et j'ai plus envie de ça maintenant. Et c'est ça qui est malheureux. C'est que je me suis même posé la question à un moment, et si j'avais découvert Forrest Gump, là, aujourd'hui, est-ce que j'aurais pas eu des réserves pareilles? Voilà. Et c'est terrible parce que là, je me dis ça sur un de mes films de chevet. Hein. Forrest Gump, c'est un de mes tops. Moi, c'est le 5 étoiles parfait. Des années, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que selon quand on découvre un film, à l'âge, à l'humeur, à la perception, c'est pas pareil. Et on peut avoir peut-être 5 avis différents sur un film selon quand et comment on le découvre. Et ça va évidemment avoir une incidence, hein, de toute manière. Et là, Here, c'est peut-être plus le film que je voulais voir, en fait. Mais bon, c'est Zemeckis quand même. Et on voit les intentions et on voit les bonnes choses. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Et pour toi, ça a marché. Et pour notre cher Théo, ça n'a pas trop marché un peu, pas trop marché, on ne sait pas. On ne saura jamais la vie
D'Albator. C'est le Ça n'a mystère. pas trop marché chez moi non plus. Hein. Voilà, donc tu vas baisser ta note sur Letterboxd direct. Non, T'inquiète, hein, Je Théo, vais tu vas mettre juste deux. de perdre ton poste. Hein. non, on est vache. Les notes, on s'en fiche. Hein. Clairement, on le dit. Là, sur ce genre de film, un peu comme Megalopolis plutôt cette année, même si J'ai c'est pas toujours pas pareil. noté. Ouais, moi non plus. Là, Non plus. j'hésite à le noter. Vous voyez, hier. Mais bon, en tout cas, à vous la parole dans les commentaires. C'est très important de discuter sur ce film. L'échange sera passionnant. Et merci de votre fidélité, que ce soit sur le site, hein, où il y a quelques articles qui popent là. Il y a récemment eu aussi un article sur Au boulot de François Ruffin, que Hugo nous a concocté en mode réflexion politique aussi. Et Spotify, puisque tout ce que vous entendez là sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur Spotify et écouter ça. On prépare un truc sur le Spotify aussi, donc restez Et on à espère fond. voilà, faire d'autres projets aussi. À force de faire des émissions comme ça sur des films, ça nous donne des idées pour aller encore plus loin. C'est important. Voilà. À bientôt, du coup. Gros bisous à tout le monde. Ciao. Ciao, Bisous. ciao. Ciao, ciao.